Mes amis, nous sommes dimanche matin. Il est 8 h du mat et même moi j'en reviens pas que non seulement j'ai l'énergie et la foi de faire déjà la review de Bash in Berlin après la soirée de fou et la journée d'entraînement de fou qu'on a eu ici à Marseille avec la TPW. Mais oh oui, je me suis engagé avec la chaîne YouTube Votre Tour. Alors ça je le dirai à chaque fois, mais Votre Tour est toujours top et rien que pour ça, on est là et ça sera peut-être, alors je vais aller loin, mais peut-être une des fois de l'histoire où la review d'un PLE sort aussi rapidement, en tout cas sur la chaîne Tom La Ruffa. Oh oui, oh oui. D'ailleurs, en parlant de chaîne et en parlant de vos retours, avant d'entamer la review, la hashtag TLR Reviews de Bash in Berlin, qui était la première fois que la WWE tenait un événement, alors non, ça c'était pour SmackDown, mais en tout cas la première fois qu'ils faisaient un PLE en Allemagne. Donc ce matin je regardais un podcast que j'aime beaucoup aux États-Unis qui s'appelle Valuetainment. C'est animé par un Iranien qui a déménagé aux États-Unis dans les années 80 je crois par rapport à une demande d'asile politique qui s'appelle Patrick Bet-David, PBD. Et c'était franchement très, très intéressant. Il interviewait un hacker, comme on dit, un hacker éthique, voilà. Bref, un hacker qui hack les sites de pédocriminalité. Je ne sais pas si je devrais dire ce mot, parce qu'après je risque d'être démonétisé. Donc peut-être je ferai un bip, on verra. Ensuite, dans cette vidéo, le mec, le hacker qui était vraiment un expert dans ce qu'il faisait, PBD lui posait des questions. Genre par exemple, quand tu rentres dans une entreprise ou tu rentres dans un bâtiment, quels sont les premiers trucs que tu regardes? Et c'est toujours intéressant de voir comment, entre guillemets, un professionnel raisonne par rapport à son activité et à son art. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart d'entre vous comprennent maintenant, non seulement, alors pas le but unique de la chaîne, mais un des buts principaux qui est de vous donner non seulement le point de vue d'un professionnel, mais également de comprendre comment une personne avec mon expérience et mon parcours pense et réagit. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, donc, ce matin, je crois que c'était ce matin, je répondais à un commentaire, parce que je réponds à certains commentaires sous les vidéos, des fois sérieusement, des fois moins sérieusement, et donc dans ce commentaire, la personne me demandait, alors de mémoire, c'était, voilà, grosso modo, c'était est-ce qu'une compagnie de catch ne doit pas donner un catch diversifié et différent à son public pour couvrir toutes les bases. Parce que hier, donc, dans la review de SmackDown, où je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait preuve d'énormément de créativité niveau métaphore et image. Donc il y a eu la magnifique phrase « Ses yeux disent... Non, sa voix dit quelque chose, mais ses yeux restent silencieux. » Ça, c'est bel esprit, ça là, il faut en faire un t-shirt. et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des t-shirts pour la chaîne. J'y réfléchirai, parce que Beast, c'est une des idées qu'il m'a donné. Même s'il en faisait, on avait fait un t-shirt bel esprit. D'ailleurs, j'en ai un dans la valise, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Plutôt que de mettre ce magnifique t-shirt jaune fluo qui doit vous faire mal aux yeux. Enfin, c'est même pas un t-shirt, c'est un débardeur, mais c'est pour montrer, oh oui, les muscles et les pecs surtout. Et donc, tout ça pour dire. Et donc, une autre image que j'ai eue hier dans ma review de SmackDown, c'était que, donc, vous savez, alors, façon de parler, il n'y a pas que 3 genres de catch sur la planète, mais il peut y avoir du catch rond, du catch carré et du catch triangle. Et en fonction de la boîte dans laquelle on catch, et en fonction de la boîte qu'on a en face de nous, soit on fait rentrer les ronds dans les ronds, les carrés dans les carrés et les triangles dans les triangles. À la WWE, ils vont vous dire, je m'en fous que tu viennes d'un catch rond ou triangle, moi je veux du carré. Maintenant, la question, alors j'ai oublié ton pseudo amigo, désolé, parce que j'ai répondu sur mon portable, je ne vais pas y répondre vocalement, même si je vais répéter exactement ce que j'ai dit. Ce commentaire me demandait est-ce que le but d'une compagnie de catch n'est pas justement de donner à son public un catch diversifié? Et là, le pro parle et vous allez comprendre comment un pro raisonne vis-à-vis d'une question comme ça. Le but d'une compagnie de catch, bon, à la base, bien évidemment, c'est de faire plaisir à son public et de donner quelque chose à son public pour faire de l'argent. Parce que le but, c'est de faire de l'argent. Mais il y a 2 choses qui comptent. En plus du public et des exigences du public et surtout ce qui plaît au public, c'est aussi ce que le patron veut. À la base, c'est ça en fait. C'est ce que nous disait Steve Kern, qui était Skinner dans les années 90 à WWF.
Il n'était pas ultra connu, mais c'était un excellent catcheur. Si vous pouvez aller voir des matchs de Skinner, Steve Kern, pas Skinner, dans les années 80, quand il était, je crois, AWA, NWA, je crois que c'est lui, c'était NWA, et en Floride surtout. Et allez voir certains de ses matchs. D'ailleurs, on se fait bouffer par les moustiques, c'est relou. Et il était excellent catcheur. Et il nous disait, c'est lui qui avait fondé la FCW, la Florida Championship Wrestling, l'ancêtre d'NXT, où j'ai commencé en 2012. Et il nous avait dit, le catch, les jeunes, parce qu'il nous parlait comme ça, c'était un peu notre grand-père à tous, il était super gentil. Il nous disait, le catch, c'est une opinion. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'un jour, le patron va dire, sous-entendu Vince à l'époque, aujourd'hui, j'aime la vanille, j'aime la glace à la vanille, je veux que de la vanille. Et donc, tous les catcheurs doivent faire de la glace à la vanille. Et peut-être la semaine d'après, il va dire, non, tu sais quoi, je préfère le chocolat. Et bien là, tous les catcheurs doivent faire du chocolat, de la glace au chocolat. Et ben en fait, c'est ça. Donc, avant de penser à ce que doit faire une compagnie vis-à-vis de son public, en genre, comme dans la question, il faut donner un catch diversifié. Il faut les principales exigences que va regarder un catcheur pro, ça va être qu'est-ce que veut le patron et surtout qu'est-ce qui rapporte de l'argent. C'est tout. Et au final, à la WWE, qui offre un catch quand même, entre guillemets, régulier dans sa diversité, eh ben, ils font quand même de l'argent. Ils ont fait un sold out à Bash in Berlin, qui apparemment a été le show d'arène le plus rapporteur, le plus bénéficiaire, enfin vous comprenez, le highest grossing arena live, not live event, arena event in WWE history. Donc mes amis, je suis désolé, ils ont battu Backlash. Donc ça veut dire, quand la WWE va revenir en France, il va falloir allonger encore plus de thunes pour reprendre la place de numéro 1. Bon, je dis ça en rigolant, mais non, mais c'est bon, tant mieux pour eux, tant mieux pour la WWE. Mais après, mettez de l'argent dans les shows de catch en France, ça serait pas mal aussi, ça ferait grossir non seulement le produit, mais les foules qu'on a ici. Et donc, au final, tout ça pour dire, cette chaîne vous montre comment un pro pense. Parce qu'il y aura toujours cette distinction entre je regarde le produit devant ma télé et je le vis de l'intérieur dans le ring. Les amis, hier, on s'est entraîné pendant 4-5 heures dans toute l'après-midi. On a fait dans le ring, on a fait promo. Le soir, j'ai eu un match. C'était contre Léo Gonzo, un jeune catcheur de la région lyonnaise qui se débrouille pas trop bien, pas trop mal. Et je le connais depuis plusieurs années. C'est bien, il progresse. Il écoute, il progresse. Et ça, on le voit tout de suite. Pourquoi? Parce que, et ça je le redirai dans cette vidéo, le catch, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Si vous posez de bonnes bases et que vous bossez dur mais sur la longueur, le succès va être au rendez-vous. Et Léon Gonzo m'a battu hier, en trichant, mais il m'a battu quand même. Donc bravo à lui, bravo à tous les catcheurs de la soirée hier et surtout bravo à tous les catcheurs qui ont catché à Bash in Berlin. Donc, c'est parti mes amis, Bash in Berlin, PLE de la WWE en direct d'Allemagne. D'ailleurs, c'était vraiment cool parce que le show étant à 7 h du soir, heure européenne, j'ai pu rentrer direct après mon match. Bon, c'est pas très pro, mais là, c'était pour plein de raisons différentes, notamment pouvoir regarder Bash in Berlin pour la chaîne, ensuite d'avoir un peu de sommeil avant de rattaquer l'entraînement dans le ring à 9 h du mat. Donc, il est 8 h 13, ça va, j'ai encore à peu près 50 minutes pour finir cette review. Cela dit, donc ce show restera dans les annales, mes amis, comme le premier PLE de l'histoire où Tom LaRuffa a eu tout juste dans tous ses pronostics. Après, yo, c'était pas dur, hein. Ça je vous l'avoue, je vous le donne, on était tous d'accord. C'était franchement pas difficile de deviner comment ils allaient booker le show et qui allait gagner. Ce qui, dans un sens, j'allais dire, est super pour mes pronostics et pour ma fierté personnelle qui n'a aucune raison d'être, parce que ça reste du catch. C'est pas comme si j'avais parié de l'argent. Mais d'un autre côté, c'est triste parce que... en fait, oui, c'est triste parce que en fait, ce PLE était super pour la foule allemande. Mais même moi, avec le recul, maintenant, je me dis... Alors, je me dis pas, est-ce qu'il était nécessaire? C'est pas ça. Mais je me dis... Franchement, est-ce qu'il a fait avancer quelque chose? Et on va voir ça en détail. Parce que pour moi, les enjeux principaux de ce pay-per-view, justement par rapport au fait qu'on s'attendait tous à qui va gagner, qui va perdre, c'était de quand même, un minimum, de faire croire aux fans que les issues des matchs n'étaient pas prévisibles. Et est-ce qu'ils y sont arrivés? C'est ce qu'on va voir. Avec déjà ce premier match, on commence avec Cody Rhodes, code de la route, il était pas mal, je l'ai retenu. Le code de la route il est pas mal, mais malheureusement de dire ça, ça va, pour moi c'est manquer de respect un peu à Cody Rhodes. Je préfère quand même encore dire Cody Route
ça passe. Même si Rhodes, c'est plutôt comme l'île de Rhodes en Grèce, où il y avait le colosse de Rhodes, qui était une des 7 merveilles du monde à l'époque. D'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'il a existé. Hein. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, on n'est pas sûr que le colosse de Rhodes a vraiment existé. Mais bref, tout ça pour dire, Cody, allez, route, contre Kevin Owens. On commence le show comme ça. On précise que Kevin Owens n'a pas été champion depuis 7 ans. Et moi, la premier truc que je pense à ça, c'est que je me dis, ben, en attendant, le mec, il a réussi à rester non seulement pertinent, et surtout à avoir des storylines de ouf à chaque fois. Ce qui montre quand même sa versatilité. Je suis quasiment sûr qu'on peut le dire en français, parce qu'en anglais, c'est versatility, et en français, donc ça montre qu'en fait, Kevin Owens, il n'a pas besoin d'être dans la scène pour le titre mondial pour être booké, pour avoir de bonnes storylines et pour être une WWE superstar. Et ça, quand vous avez ce talent, c'est super. C'est super pour les scripteurs et c'est surtout super pour votre carrière parce que vous allez rester employé et faire pas mal d'argent. Donc, grosse ambiance de la foule. Ça, on va pas se voiler la face. Hein, ils ont été... Alors, fierté française, hein, on va peut-être pas dire qu'ils étaient aussi bons qu'en France. Je sais pas, je n'étais pas sur place, mais ça me faisait rêver à chaque fois ils te mettaient le Decibel Meters. Donc peu importe, même s'ils ont été mieux qu'en France, au moins on a lancé une trend et on pourra toujours dire c'est en France, c'est à Lyon, c'est à SmackDown et c'est à Backlash qu'on a inauguré cette trend, cette manie pour les shows, les PLE WWE à l'étranger, hors des États-Unis, d'essayer toujours de surpasser les autres pays. Et ça, oh oui, c'est bel esprit, encore plus quand on est dans le ring et qu'on catch. Ou même qu'on fait un segment sécurité. Parce que je vous le dis, hein, l'ambiance, c'est un truc de ouf. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps et être moins concentré sur le segment pour pouvoir apprécier l'ambiance et le fait d'être dans ce chaudron, parce que ça avait vraiment la forme d'un chaudron à Lyon. La salle LDLC, si je dis pas de LDLC Arena, ça avait la forme d'un chaudron et on avait l'impression d'être... Waouh, dans le Colisée à Rome, c'était un truc de ouf. Franchement, je ne sais pas si je ferai une TLR Stories sur cette expérience parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis la plupart des choses, c'est des choses backstage qui, alors j'allais dire, soit n'ont pas la place sur YouTube ou en tout cas sur Internet, soit, ouais, bah, ça serait, oui, c'est ok, cool. J'ai fait des hugs à tout le monde. J'ai rigolé avec pendant 3 quarts d'heure avec mes anciens colocs. Voilà, je veux dire, il n'y a rien, je pense, qui va vraiment vous apporter. Mais par contre, oui, en effet, si je fais un système, entre guillemets, de souscription et qu'on fait des vidéos live pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, ouais, ça j'en parlerai bien évidemment totalement ouvertement. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, parce que là, je crois que j'en ai parlé hier. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour. Alors bon, s'il n'y a pas de retour, mes amis, nous n'allons pas le faire. En tous les cas, bon, victoire logique de Cody Rhodes dans ce match. D'ailleurs, il gagne clean et sa victoire était légèrement plate. Je ne sais pas pour vous, mais alors ça aussi c'est ahurissant, j'ai presque envie de dire, c'est que maintenant à chaque PLE, Cody Rhodes il nous fait son crossroads, son croisement de route, 3 fois pour battre quelqu'un. Mais en fait ça veut dire maintenant au final si tu en fais un seul, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu arrives à battre la personne, ça veut dire quoi? Que la personne est pourrie ou que cette fois-ci tu as eu plus de force? Ça a été le cas avec Reigns, ça a été le cas avec Solo Sikoa, là avec Kevin Owens, à un moment il en fait 2 d'affilée. C'est bon, si c'est à chaque fois un PLE, on sait qu'on va avoir 4 ou 5 crossroads. Est-ce que ça montre que la prise est toujours, entre guillemets, aussi efficace? Surtout qu'en plus, à la fin du match, il bat Owens avec juste un seul. Il en a fait 1 ou 2 dans le match, mais après, je crois Owens, il fait Swanton, ou ouais, Swanton évité avec les coups de genoux dans le dos. Crossroads, boum, 1, 2, 3. Pour moi, c'était un peu plat. Mais encore une fois, c'était prévisible. Parce que l'enjeu du match, je le redis, c'était quand même de faire croire que Owens avait légitimement une chance de battre Cody Rhodes, dégage le moustique, de battre Cody Rhodes pour le titre de champion undisputed de WWE. Et on savait tous, enfin, malheureusement, que ça n'allait pas arriver. Owens, ils l'ont construit en 3 semaines. Rhodes, ça fait des années qu'il courait après le titre. Il ne va pas le garder 2 mois pour le perdre contre Kevin Owens, qui, quoi qu'on dise, entre guillemets, je ne vais pas dire qu'il est sur la pente descendante de sa carrière, mais d'un point de vue santé, en tout cas, les plus belles années d'Owens sont derrière lui. Alors, réinvestir sur lui en tant que champion, pour la WWE, je ne veux pas dire que c'est risqué, mais voilà, c'est surtout que le mec, avec tout ce qu'il a encaissé dans son corps et qu'il continue à faire, le mec qui fait des splashs à l'extérieur du ring depuis l'apron, là, je dis respect Kevin, parce que même, enfin moi, oui, à la WWE, je le ferais s'il fallait le faire, et surtout si ça rapportait de l'argent, mais sur des shows indépendants où, je vous le dis, des fois, il n'y a même pas d'équipe médicale dans les vestiaires, je ne vais pas prendre des risques comme ça. Si j'ai envie de se faire mal le genou, comme je l'ai déjà fait plein de fois dans ma carrière, hein, combien de fois dans ma carrière, j'ai fait un match
match et je ressors en boitant, ou je me suis niqué soit le dos, soit le cou, soit le coude. Ben ouais, mais c'est parce que j'étais jeune et que je me disais, il faut que je montre ce que je vaux et il faut que je paye mes dus. Ok, d'accord. Maintenant, les amis, à 40 ans, on va se calmer, on va donner un bon spectacle à la foule, mais je vais pas risquer de rentrer chez moi en fauteuil roulant pour au final, je veux dire, quelque chose où il n'y a rien derrière. C'est purement logique et c'est aussi pour ça que je dis... ça m'embête toujours de voir des gens qui, à mes yeux, par rapport à tout ce que j'ai traversé dans ma carrière et tout ce que j'ai accompli, et très souvent à la sueur de mon front, c'est pas parce que j'étais le fils de quelqu'un ou que j'avais des contacts plus faciles. Je suis parti vraiment de rien dans le catch, je suis vraiment parti de zéro. Personne dans ma famille faisait du catch. C'est pour ça que quand je vois des gens à qui on sert tout sur un plateau d'argent, mais que je vois qu'ils n'ont pas une éthique de travail très prononcée, ben personnellement, désolé moi, mais j'allais dire je le prends mal, oui, et bon, ça m'énerve pas, mais ça me fait en parler sur la chaîne. Et ça, on en parlera dans le deuxième match. Mais avant de parler de ce deuxième match, finissons ce match entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Donc, est-ce qu'ils ont réussi à faire croire, en tout cas à vous, je vous pose la question, mais à moi également, est-ce qu'ils ont réussi à me faire croire que Kevin Owens avait vraiment une chance de battre Cody Rhodes? Franchement, moyennement. Moyennement, parce que, encore une fois, je ne voyais pas Cody Rhodes perdre, mais, le petit truc de la jambe, la blessure à la jambe, là, quand Cody Rhodes va faire son Cody Cutter de la 3e et qui est, oh, il tombe, et là, je me suis fait mal à la jambe. Là, j'avoue, bel esprit. Je l'avais pas trop vu venir. Et là, maintenant, j'ai compris pourquoi il y avait eu la promo avant le match. Bel esprit, storytelling en 4 dimensions, c'est-à-dire on plante des graines le jour d'avant pour que ça ressorte le lendemain, au lieu de tout faire le soir du show. Bel esprit, franchement, j'ai kiffé. Ça a rajouté du piment, mais ça a rajouté du piment à un plat qui, à la base, ne piquait pas. Et encore une métaphore de fou. Est-ce que ça va être le titre de la vidéo? Du piment sur un plat qui n'était pas épicé? Non, quand même pas, c'est pas un bon nom de vidéo, je ne sais pas ce qu'on fera, mais en attendant, c'est ça. Ça a rajouté un petit tournant dans le match, mais bon, on se connaissait tous l'issue. Par contre, alors, en dehors, regardless, en dehors de qui a gagné ou qui a perdu, pas mal, la petite nuance de est-ce que Kevin Owens va péter un câble? Est-ce qu'il va snapper, comme on dit en anglais? Et ça, c'est super parce que dans le match, on voyait qu'il hésitait. Il hésitait à attaquer la jambe de Cody. Et franchement, ça, c'est super parce que ça va laisser la porte ouverte à plein de... Désolé, hein, c'est blindé de moustiques, mais bon, c'est soit ça, soit je crève de chaud dans le gymnase. Donc, ça va laisser la porte ouverte à plein de possibilités scénaristiques et d'évolution de personnages ou de changement de direction pour Kevin Owens, et ça c'est top parce qu'il va pouvoir rebondir après ça. Donc maintenant la question, soit je le fais à la fin de la vidéo non, je vais le faire après chaque match. Qu'est-ce que ça nous laisse comme possibilité scénaristique? Est-ce que Cody Rhodes va rester avec Owens et Owens va petit à petit snapper, ils vont nous le teaser sur plusieurs shows, ou alors est-ce que Cody va retourner bosser avec Solo Sikoa ou ils vont lui mettre quelqu'un d'autre? Franchement, j'en ai aucune idée. Mais avec les graines qu'ils ont semées là ce soir, je pense éventuellement qu'on risque de revoir Cody Rhodes contre Kevin Owens. En attendant, niveau pronostic, j'avais raison, Cody Rhodes a gagné. Je suis très très fort parce que je suis sûr qu'aucun de vous n'avait vu venir Cody qui gardait son titre. Alors, en parlant de choses qu'on a vu venir de très très loin, deuxième match, c'est le match pour le titre par équipe féminin entre l'Union... Bon, les amis, vous allez voir des meurtres de moustiques en direct. Oh oui, oh oui. Le match pour le titre par équipe féminin, donc entre l'Union maudite, Unholy, et Bianca Belair et Jade Cargill. Alors, mes amis, donc, j'ai pris pas mal de notes. Cargill et Belair ressemblent vraiment à des stars. Et il faut avouer que Jade Cargill, avec son entrée, parce qu'il y a une entrée de ouf, avec la musique, les lumières et tout, et le physique de ouf qu'elle a, oui d'accord, visuellement, elle est star. Ça, on ne peut pas le nier. Bianca Belair, pareil. Bianca Belair, magnifique femme, très athlétique. Elle a une énergie de ouf. Ben en fait, ça, elle a une énergie de ouf. Cargill, elle n'a pas trop d'énergie. C'est juste une statue grecque, en fait. C'est genre, elle fait ses poses, elle se la pète. Ok, d'accord, tu fais une star, d'accord. Mais il en faut un peu plus pour être une vraie catcheuse. Ensuite, alors, en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Dans la structure du match, c'est ridicule. Ridicule, là encore, surtout sur un PLE, de voir Jade Cargill qui ne fait rien du début du match et elle rentre qu'à la fin pour faire le ménage. Alors, deux choses. Soit c'est la structure qu'ils vont garder pour la dynamique de cette équipe, d'accord, mais d'un autre côté, pour moi, c'est scandaleux parce que c'est pas ça le catch en équipe. Le catch en équipe, tu es censé être une équipe
encore une fois, on respecte les mots, et bosser en équipe. Là, je vous promets, regardez le match, re-regardez-le si vous n'avez pas percuté ça. Jade Cargill fait un truc au début dans la baston générale et après reste sur le bord du ring tout le match. Et c'est encore une fois, Bianca Belair qui fait tout le boulot. Jade Cargill vient juste faire le ménage à la fin. Et non, je veux dire, c'est pas ça être catcheuse. Enfin, moi, je vous le dis, hein, je veux dire, j'ai fait beaucoup de matchs en équipe dans ma carrière pour savoir que niveau dynamique, alors j'allais dire, c'est pourri. Mais si c'est ce qu'ils veulent, l'office, d'accord, comme je dis, on respecte ce que veut le patron. Mais d'un autre côté, pourquoi ils veulent ça ? Parce que, je le pense très sincèrement, Cargill n'est pas prête, non seulement pour le niveau télé WWE, mais elle n'est pas prête pour le catch tout court. Tout court. Je parle le catch in ring. Je dis pas que des gens vont pas payer pour la voir, parce qu'elle fait star. Je dis pas que des gens, des petites jeunes filles, vont pas aller faire la queue pour avoir son autographe. Ça, je dis pas. Mais, encore une fois, moi, je me concentre sur le côté catch. Et le côté catch, c'est... Dans ces cas-là, si la meuf, elle est juste là pour signer des autographes et faire la belle devant la caméra, meuf va faire du cinéma, va faire des photos sur Instagram, va faire mannequin, mais vient pas faire du catch. Vient pas prendre la place d'une vraie catcheuse, d'une meuf qui aime ça et qui se défonce pour ça. Parce que franchement, je sais pas, je m'avance, mais bon, après, je vais peut-être avoir tort, mais je dis... J'ai vu beaucoup de personnes comme Jade Cargill dans ma carrière, hein, notamment à la WWE Performance Center. Ces gens-là, je peux vous le dire, ils vont pas faire la queue pour venir s'entraîner en dehors des heures d'entraînement régulières. Parce qu'ils n'ont pas cette passion naturelle pour le catch. Bon, en attendant, niveau match, j'ai été étonné. Je me suis dit, un jour, la foule va tourner contre Jade Cargill. Ils vont arrêter de l'acclamer. D'ailleurs, je me demande si ça n'a pas déjà un peu commencé. Là, je n'ai pas entendu à Berlin. Mais en fait, pour faire simple, le public WWE est tellement, une partie en tout cas, connaisseur. Parce que pour chanter You Can't Wrestle à Tangaloa, qui a fait une carrière mondiale, notamment à la New Japan, où il a été champion par équipe, pour chanter You Can't Wrestle à lui, excusez-moi, mais pourquoi vous ne huez pas Jade Cargill encore plus fort que Dominique? Mais ça viendra. Ça viendra, pourquoi? Parce que ce business, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et un jour ou l'autre, si elle n'est pas prête, alors après, je lui souhaite d'être prête, je lui souhaite de réussir et d'avoir la plus belle des carrières, mais j'ai quand même l'œil, j'ai quand même une passion qu'elle n'a sûrement pas, et tout ça pour dire, un jour ou l'autre, elle va avoir les fans qui vont tourner contre elle. Je vois que ça. Et ça va faciliter le truc, parce qu'au final, l'équipe sera cassée, la très belle, magnifique Bianca Belair va pouvoir reprendre une magnifique carrière solo. J'allais dire qu'elle n'aurait jamais dû quitter, mais oui, ils l'ont fait quitter parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour aider Jade Cargill à mousser et surtout pour rentabiliser, j'imagine, le gros contrat qu'elle a signé et tout l'argent qu'elle prend à des gens beaucoup plus méritants à NXT ou même sur l'undercard de Raw ou SmackDown. Mais bon, c'est comme ça le business, c'est comme ça, on accepte ce que les patrons décident de faire. Alors ensuite, j'ai pas trop compris pourquoi dans ce show, mais surtout dans ce match, c'était autant autorisé de tirer les cheveux de Bianca Belair. Je sais que ça fait partie de son personnage et de l'histoire des matchs qu'elle raconte, quand elle a un match, mais quand même, pour moi, tirer les cheveux, c'est une disqualification. Donc pourquoi ils sont tous là à tirer et à catcher limite avec les cheveux de Bianca Belair et sans être disqualifiés? Ce qu'on a vu d'ailleurs aussi dans le main event, même Michael Cole a dit dans le main event, je suis étonné que l'arbitre Charles Robinson laisse autant faire dans ce match avec les tables et tout ça, quoi, les tables des commentateurs. Mais après, ça reste du catch. Peut-être qu'il s'inspire de la AEW et qu'il laisse un peu plus de liberté aux catcheurs pour que ce soit un peu moins rigide et que ce soit des matchs carrés et qu'on essaie de faire un peu plus de ronds. Qui sait? Peut-être qu'ils écoutent les TLR Reviews, qui sait? Mais j'ai pas encore mis les commentaires, les sous-titres anglais. Peut-être ça les fait automatiquement. D'ailleurs, pour le vlog de Bruno Sammartino, il faut que je fasse les commentaires anglais. Je crois que je peux les faire sur YouTube. Yo, s'il y a des mecs qui se connaissent en YouTube, dites-moi est-ce que c'est mieux de le faire sur YouTube directement, les commentaires anglais dans YouTube Studio, ou s'il vaut mieux prendre un logiciel autre et le faire littéralement sur la vidéo avant de la poster. S'il vous plaît, dites-le moi. Je nage. Et par contre, tu vas morfler toi le moustique. Hein. Wow. Ça va être ça le titre de la vidéo. Ça va être Bash in Berlin et des moustiques. Oui, shoot, je vais faire ça. Bash in Berlin et les moustiques. Non, oui, voilà, c'est par Tell Reviews, ouais, ou Review, enfin on verra. Nous verrons les amis, nous verrons, et également ce qu'on a vu dans ce match, donc c'est quand même un magnifique travail par équipe de Unholy Union, magnifique. Elle brise le ring en deux, et surtout elle tease le tag, alors tease en français ça va être bon je trouve pas le mot, on s'en fout, elle tease le tag, le relais passé à Jade Cargill par Bianca Belair tout le long du match, L'histoire est centrée sur est-ce que Bianca Belair va réussir à passer ce relais. Et ça,
c'est exactement ce qu'on veut dans un match en équipe. On veut que tout soit centré sur le relais. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous faites du catch, et là je m'adresse aux catcheurs, si dans un match par équipe, vous faites que des scènes de match solo mis bout à bout, c'est de la MERDE. Un match par équipe, comme on disait à NXT, mais aussi surtout à Impact, c'est un gimmick match. Alors là, maintenant, il s'attaque. Hein. Là, je vous prenais sérieusement, ça va être Bash in Berlin et les moustiques. L'invasion des moustiques. Ouais, parce que là, il y en a 3 qui me tournent autour maintenant. S'il faut, c'est le débardeur. Après, ça va. J'ai pas encore de trucs qui gratouillent ou qui piquent, donc ils m'ont peut-être pas encore goûté. Bel esprit, c'est qu'ils aiment plus mon sang qui est rempli de lumière. Oh oui, parce que Starseed, bel esprit. Désolé, Starseed, c'est comme ça. Oui, bel esprit. Donc très beau travail par équipe des deux Anglaises. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est scandaleux qu'elles aient perdu le titre. Alors, bien évidemment, on se doute tous que maintenant, je l'ai eu, je crois. On se doute tous que Cargill et Bianca Belair vont aller bosser avec les Damage Control. C'est les Kabuki Warriors, peut-être, je ne sais plus leur nom. Bon, Damage Control, c'est quasiment sûr. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Damage Control va pouvoir porter Bianca et surtout avec en majuscule, surtout Jade Cargill. Elles vont pouvoir les porter et leur faire avoir des matchs plus que potables. Mais c'est comme ça, c'est le catch, c'est l'injustice. Des fois, il faut mettre son talent au service de quelqu'un d'autre qui en a beaucoup moins que vous. Oh oui. Comme quand je manageais des gens qui ne pouvaient pas parler. Ouais. Donc au final, pour moi, c'est très triste pour les deux Anglaises qu'elles aient perdu leur titre par équipe. Mais encore une fois, tout le monde l'avait vu venir. Hein, on sait très bien que... Après, oui, elles ont quand même des looks de stars. Il faut leur donner ça. Bianca et Jade ont des looks de stars. Donc c'est logique qu'on veuille les pousser devant les caméras, les caméras des shows télé, les séances de dédicaces, etc. D'accord, bel esprit, mais... voilà. Ouais, moi, vous savez, je reste un catcheur et pour moi, c'est... dans le ring que ça se passe aussi bien au micro, d'accord, très important, mais aussi dans l'action des rings, la lutte et la baston, quoi. Donc bon, les bons points du match, pour moi, c'est que la foule n'a pas encore hué Jade Cargill, donc ça va, il reste dans la dynamique de face heel. Les meufs se sont pas blessées, ça a très bel esprit. Principal d'ailleurs, c'est même plus important, il n'y a pas eu de blessure. Et ça me fait 2 bons pronostics. Oh oui. Donc 2-0. Mais qu'est-ce qui se passe, Tom? Tu m'expliques? T'as enfin compris comment la WWE book? Peut-être. Hein, peut-être mon prochain poste, ça sera soit coach, ce sera scripteur à la WWE. S'ensuit, mes amis, ce qui est pour moi le match de la soirée. Le strap match entre CM Punk et Drew McIntyre. André McIntyre. Alors, pourquoi ça a été le match de la soirée? Déjà, primo, parce qu'il m'a ramené énormément de souvenirs. Ça m'a rappelé mon dernier match à Impact Wrestling, qui était un tag match, strap match entre Al Snow et Shira contre le tribunal Baron Dax et Basil Baraka. Et franchement, c'était un très bon souvenir, parce que dans ce match, j'avais beaucoup appris avec Al, mais des choses qui n'ont pas appliqué dans ce match. Alors avant même de commencer le match, déjà, bel esprit, André McIntyre semble tout droit sorti de Mortal Kombat, avec sa tenue d'entrée, et là je dis bel esprit. Frérot, parce que non seulement tu as un physique, non seulement tu es européen, non seulement tu sais catcher, non seulement tu sais parler, tu as payé tes dûs, tu as catché sur les indies partout dans le monde avant d'aller à la WWE, tu t'es recréé après avoir été viré, et en plus frérot, on dirait un méchant de Mortal Kombat, mais mec, bel esprit de platine pour André McIntyre. Ensuite, franchement, ça fait du bien d'avoir ce match en milieu de show parce que ça casse le rythme et ça change le style du show. Plutôt que d'avoir juste des matchs réguliers qui se gagnent par tomber, là, on a un strap match qu'il faut gagner, je vous rappelle, en touchant les 4 coins en succession. Et là, ils avaient même les petites lumières, chose qu'on n'avait pas à Impact. Et en plus, il y avait 6 coins. Il fallait faire les 6 coins. Il y est le match sur YouTube. Essayez d'aller le voir ou alors il est sur ma page Facebook, pas le profil, la page Tom Larufa. Ce strap match que j'avais fait avec Al Snow. Mais donc, justement, ça a été très différent de strap match qu'on avait fait avec Al, parce que quand j'avais préparé le match avec Al, il nous avait dit, notamment dans le strap match, mais dans le catch en général, les heels retirent à la foule ce qu'elle veut voir. Ce qui veut dire, si la foule, dans un strap match, la foule, elle attend quoi? Elle attend de voir les mecs se faire fouetter avec la ceinture, point barre, hein, faut pas se voir la face. Ils veulent pas voir les coins touchés, ça ils s'en foutent. Ils veulent voir des gens qui se font fouetter avec du cuir. C'est sadique. Mais c'est le catch. Le catch, c'est sadique dans tous les cas. Quand on chute de la 3e corde sur un plancher en bois, même s'il y a une petite fine couche de mousse, et des fois c'est même pas de la mousse, c'est de la moquette.
premier ring sur lesquels j'ai fait mes stages de 4, il y a plus de 20 ans maintenant, c'était de la moquette littéralement, c'était le genre le truc, ça faisait 5 mm, de la moquette, ça amortit que dalle. Alors je peux vous dire, en plus j'avais pas de coudière je crois à l'époque, mes coudes ils ont pris cher lors de ce premier stage en 2004, mais c'est comme ça, j'étais passionné, je le suis toujours et j'ai payé mes dus et j'ai travaillé et j'ai investi et j'ai été sadique avec mon corps. Parce que mon corps a pris cher dès le début. Oh oui, oui. Et il continue à prendre cher. Mais c'est pas grave, on le fait pour vous tous, ces amis. Et notamment, je prends cher, pas avec du manque de sommeil, pour faire cette review de Machine Berlin. Et je pars dans toutes les directions. Mais c'est parce que le café fait son effet. Oh oui, sans transition. Donc, Al nous disait, les heals retirent à la foule ce qu'elle veut voir. Et donc, nous, dans notre structure du match avec Al, c'était... Les heals font tout pour pas qu'il y ait de coups de ceinture avant au moins la fin du match. Et seulement quand les choses dégénèrent vraiment et que les heals sont en danger ou vraiment en contrôle, là on va commencer à fouetter les babyface avec la ceinture. Et par contre, grosso modo, si les heals fouettaient les babyface 5 ou 6 fois, et bien par contre après plus tard dans le match, les babyface allaient leur donner 2 fois plus. Donc 10 ou 12 fois. C'est grosso modo la structure et la mentalité du match. Basique, mais efficace. Là dans ce match, dès le début ils ont commencé à se fouetter avec les ceintures. Donc j'ai fait, ah ouais d'accord, c'est pas du tout ce qu'on faisait avec Al. Mais bel esprit. Et puis c'est logique, les mecs se détestent tellement qu'ils voulaient se rentrer dans la gueule dès le début. Et franchement, bel esprit, parce que encore une fois c'est du storytelling, c'est logique, ça rentre dans l'histoire. Donc là mes amis, bravo. En parlant de bravo, énorme physique de CM Punk. D'ailleurs mes amis, vous voyez ce joli... débardeur jaune fluo, j'ai hésité à le mettre parce que je me suis dit est-ce que après c'est pas possible de rajouter des conneries de green screen dessus. Si vous voulez me rajouter le physique de CM Punk, bon, après attention hein, quand même, je pense que j'ai un peu plus de pec que lui, il a peut-être un peu plus de bras parce que moi les bras c'est pas mon point fort, moi c'est plutôt épaules et trapèzes pour ceux qui font de la muscu, pec ça va pas mal. Bref, ça pour dire, si vous voulez me rajouter le torse de CM Punk sur ce t-shirt jaune, franchement les amis allez-y hein, parce que là, respect mec, respect, c'est le meilleur physique de ta carrière, en tout cas pour moi, peut-être à AEW il était bien aussi, mais je pense pas parce que j'avais vu des vidéos où il était en collant, c'était vraiment bof. Là, mec, tu ressembles vraiment à quelque chose. Si un punk, respect. Là, autant à une époque, je disais, ouais, mais le mec, il a pas de physique. Là, maintenant, franchement, yo, bravo, mec. Je pense que ça aide d'être part-time ou not full-timer. Mais bel esprit, c'est mérité, gros. Le mec, il a une carrière de ouf. Ben maintenant, il revient de temps en temps, il rapporte de la thune à la WWE. Il est toujours à 21h à Raw. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. On voit aussi que Drew est un vrai professionnel. Quand il y a un moment, Punk il lui fait le bulldog contraire, enfin il essaie de lui faire le genou bulldog, et là Drew le soulève et il le fait tomber sur la table avec l'extérieur du ring par-dessus la troisième corde. On voit, pour ceux qui ont l'œil, pour les athlètes et pour les catcheurs, que Drew est vraiment un pro. À l'inverse de Ryback qui faisait voler Punk dans tous les sens et que Punk s'en est plaint plusieurs fois, et Ryback l'a souvent répondu sur les réseaux, là on voit que Drew pas le pose délicatement, mais prend vraiment soin de son corps à Punk et vraiment s'assure qu'il atterrit sur la table. Bel esprit. Et ça, je redis, Drew, ultra respect parce qu'on voit que c'est le pro total. Avec l'expérience qu'il a, bel esprit. Et le talent qu'il a, bel esprit. Magnifique psychologie du travail des coins. Les gars, ils sont vraiment vendus chaque coin qu'ils touchaient. Ils ont joué avec le but aussi, c'est voilà, de tirer sur la ceinture pour l'empêcher d'atteindre le coin. Franchement, magnifique psychologie. Les gens y croyaient, les gens étaient à fond dans le match. Alors, seul point du show, enfin pas du show mais de ce match, c'était... alors André, franchement, mec, tu es sûrement un futur Hall of Famer. Pour moi, si je te vois, monsieur, je salue, bel esprit. Mais faut m'expliquer pourquoi tu veux un carpé après avoir été piégé 1 à 2 minutes dans le sharpshooter et tu étais limite au bord de l'évanouissement. C'est le seul truc du match où j'ai fait... D'ailleurs, même les commentateurs l'ont dit. Ils ont dit, ah tiens, c'est bizarre qu'il arrive à faire un aussi joli saut carpé après avoir été autant démonté dans le sharpshooter. Mais bon, c'est comme ça, encore une fois. Je ne vais pas dire à Drew McIntyre comment faire son boulot. Énorme match. C'était une vraie guerre. Victoire de Punk qui récupère juste avant la victoire son bracelet après 2 ou 3 GTS. Franchement, je dis bel esprit en majuscule. J'ai franchement kiffé ce match. J'adore cette feud et j'espère maintenant sincèrement qu'elle va continuer. Parce que ils sont tellement crédibles et ils sont tellement intenses dans cette rivalité que alors, Booking Fantasy, je vois vraiment Punk, non pas Punk, Drew. Alors Punk il arrive, il célèbre et là tu as Drew vraiment qui commence il y est déjà, mais vraiment aller du côté dark de la force, du côté obscur. Et là, il commence limite à devenir fou après cette défaite contre Punk en Allemagne. Et là, il commence à dire un truc du genre j'ai besoin d'un dernier match. Punk, j'ai besoin d'un dernier match parce que sinon ça va mal se passer. Et j'ai besoin d'un dernier match. Et là, boum, il demande un Hell in a Cell ou un truc comme ça, ou un I Quit match. Je sais pas.
Et Punk qui refuse un peu, qui fait non, non, c'est bon, je t'ai battu, t'es un loser, maintenant moi je vais aller du côté du titre de champion, peut-être du champion du monde poids lourd. Et là, Drew, pour le faire changer d'avis, il va et il kidnappe ou il agresse AJ. Les amis, il n'a plus le bracelet, alors il va rendre les choses encore plus personnelles. Franchement, s'il nous faut un booking comme ça, certes, c'est prévisible parce que je viens de le dire, mais ça serait parce que ça donnerait une feud de ouf. Une feud dont on parlera encore dans plusieurs années. Et tu te souviens de la feud CM Punk, Drew McIntyre, c'était vraiment quelque chose. C'est waouh. Franchement, bel esprit, je kiffe. Et en attendant, ce que je kiffe aussi, c'est je suis à 3-0 pour mes pronostics. 3 fois raison, mais c'est magnifique. Suite à ça, nous avons, alors, pareil, un autre match, bon, tout de suite, match mixte par équipe entre Damien Prêtre et Rhea Ralenti contre Dominique QE Mystérieux et Liv Morgan. Bon, enfin, Liv Morgan, elle est tellement magnifique. Bon, après, Rhea Ripley est pas mal, même si, j'en parlais d'ailleurs hier au stage, enfin, à l'entraînement. Rhea Ripley, Rhea Ralenti, elle se masculinise dans son maquillage et dans son apparence. Après, c'est son choix. Pas de problème, amiga, je respecte, mais je pense qu'elle pourrait tellement être, enfin bon, mes goûts, après c'est les goûts, les couleurs, les amis, hein, on juge pas, mais je pense qu'elle pourrait être tellement plus attirante si elle était un peu plus féminine. Bon, enfin, c'est dommage. Attends, par la féminité, Liv Morgan, oh oui, oui, moi, magnifique, tu es magnifique, ma jeune Liv. Jeune, attention, maintenant elle a 30 ans, quoi. Au moins. Donc, tag match mix par équipe. Donc, alors, bonne construction, classique, facile. Là encore, l'enjeu du match, c'est essayer d'arriver à faire croire que Dominique Mystérieux et Liv Morgan ont une quelconque chance de pouvoir mettre en danger, ne serait-ce déjà que Damien Prêtre, mais encore plus Damien Prêtre et Rhea Ralenti, et surtout que ce soit crédible. Parce que quand on voit la différence de gabarit, on voit comment le match commence entre Dominique Mystérieux qui fuit le combat face à Damien Prêtre. Moi, la première question, c'est ouais, mais comment ils vont faire pour nous faire croire qu'ils ont une chance de gagner le match? C'est ça en fait le truc, c'est ça l'enjeu du match. Encore une fois, c'est de quand même faire croire que Dominique Mystérieux et Liv Morgan ont un semblant de chance de remporter le match, sinon ça sert à rien de faire le match. Et là, franchement, bon, la construction était classique. Hein, je veux dire, on a vu une énorme domination des faces. C'était prévisible. Et d'ailleurs, ce match est le parfait exemple d'une leçon que j'ai appris très rapidement à la WS à l'époque. La WS à l'époque, on faisait donc match simple, ou match à 3, ou match en équipe plutôt dans le show. Et à la fin, on avait le match final, 3 contre 3 ou 4 contre 4. C'était 95% du temps pour moi, c'était comme ça. J'avais 2 matchs par soir et je catchais 2 à 3 fois par semaine. Donc faites le calcul. De 2008 à 2012, j'ai fait entre 4 et 6 matchs par semaine. Bel esprit. Ensuite, à la WS, on avait un grand débat avec les TOC, les heels, qui étaient, en français, heels, ça se dit TOC, comme ça vous savez. Et les face, ça se dit les beaux. Comme au Mexique, on a Rudo et Técnico, Rudos et Técnicos, heel, face. En France, respectant la tradition française, des amis, on a les TOC et les beaux. Donc, parce que pareil, ça, il a fallu que je m'adapte. Quand j'arrive à la WS et on me dit, ouais, ce soir, t'es beau. Oui, bah, pas que le soir, qu'est-ce que t'as? Ou après on me dit, ce soir tu bosses en TOC. Ouais, d'accord. TOC quoi? Bon, après, ça, j'avais pas fait le rapprochement avec TOC de cuisine ou un truc comme ça. Mais voilà, en fait, voilà. En France, TOC, c'est les heels et beau, c'est les babyface. Tout ça pour dire, à la WS, j'avais appris très rapidement qu'en fait, un heel, 3/4 du temps, il est uniquement là pour faire mousser les babyface. Il est là pour chuter. Il est là pour faire mousser le babyface. Pourquoi? Parce que quand le babyface mousse, la foule est contente et on vend des t-shirts, on vend des tickets et ils repartent chez eux contents et ils reviendront la prochaine fois. Grosso modo, c'est très caricatural, mais c'est un catcheur qui vous parle, les enfants. Enfin, les enfants. Oui, les enfants, parce que la plupart vous êtes plus jeunes que moi. Ou en tout cas, si vous ne l'êtes pas, les gars, les meufs. C'est un pro qui vous parle, c'est un catcheur. Un heel est 3/4 du temps juste là, ou à 75%, il est juste là pour faire mousser le babyface. Dites pas, ouais, mais non, il est là pour briller, il est là pour faire des belles prises. Non, si vous dites ça, c'est que vous n'avez rien compris au boulot d'un heel. Bref, tout ça pour dire, c'est exactement ce qu'on a vu dans ce match. Les pauvres, j'ai presque eu de la peine parce que j'ai été plein de fois à leur place, à Dominique et à Liv, d'être là et juste de chuter dans tous les sens pour les babyface. Notamment à la WWE, quand j'étais manager. D'ailleurs, c'est un compliment que m'avait fait Dave Taylor. Et Dave Taylor, super catcheur, amigo, bel esprit, ultra sympa, ultra marrant. Il vous envoie des manchettes à l'européenne, bam, qui claquent, un truc de ouf. Il me les mettait, ça faisait un bruit que tu entendais à travers tout le Performance Center, mais
ça va, j'avais pas le souffle coupé, j'avais pas toutes les côtes cassées, bel esprit. Et ce mec-là, en fait, Dave, il m'avait dit, quand il m'avait vu, on faisait des drills où il fallait pas survendre, mais bien vendre. Moi, en tant que Français, plus petit que les autres, mais qui bougeait bien dans le ring et tout, je chutais dans tous les sens et je vendais vraiment, genre, over the top, mais parce que j'étais en mode manager. Et lui, il me disait... Et il avait dit un truc du genre, parce que j'étais qu'avec des géants dans la classe 1, j'étais avec Akam, Rezar, il y avait qui... Bon, après, il y en avait plein d'autres qui ont jamais percé à la WWE. Il y avait les Indiens, pas les Indiens, il y en avait un qui, oh là là, il faisait quoi? Il faisait du cricket? Non, il faisait de la lutte indienne. C'est-à-dire le truc, genre vraiment dans la boue, le mec, il faisait 2,5 m, 2,10 m. Et il ressemblait à l'Iron Chick avec des cheveux. Bel esprit, il était super sympa. Il parlait pas un mot d'anglais. Et lui, par contre, on lui faisait chaque fois des compliments. Oh, oui, c'est bien, tu parles un peu anglais. Ouais, frérot, je suis français, je suis bilingue. Bon, peu importe. Et donc, dans cette classe, il était tout géant. Mais Dave Taylor, il m'avait pris en exemple. Il a dit, vous voyez le français, il n'y a pas besoin d'être gros pour être divertissant et pour mousser à la WWE. Lui, rien qu'en le voyant chuter, c'est divertissant. Et en le voyant vendre. Et c'est ça, en fait, quand on est heel, il faut vendre et bouger et faire mousser. Et c'est exactement ce qu'ont fait Dom et Liv Morgan, et ils ont géré. Dom a une tronche de ouf avec cette moustache, j'étais mort de rire. On le voit toutes les semaines, mais là il y a eu des gros plans où on le voit sourire avec sa moustache, t'as envie de lui mettre 2 claques. Franchement, je le connais pas, mais c'est le genre de truc, qu'est-ce qu'on se taperait des barres. Quand t'as une tronche comme ça, t'es obligé que les gens te regardent. C'est obligé que les gens te regardent et qu'ils disent, mais c'est qui ce gars? En plus, le mec il a 22 ans. Il a 22 ans, mais il a la tronche j'allais dire, d'un membre de gang mexicain en prison qui a déjà fait 15 ans de prison. Je sais pas, c'est énorme. Il me fait délirer. Franchement, Dom, bel esprit. Et donc, le match a été dominé quasiment tout le long par les Terror Twins, nom de MERDE. Parfait exemple, donc les Heels sont juste là pour faire mousser les Babyface. Donc, victoire des Terror Twins sans surprise. Est-ce que c'est la fin de leur histoire? Est-ce qu'au contraire, ça a continué à dégénérer? Parce qu'il y a quand même eu une intervention du Judgment Day, du G-Day. À voir. Moi, je pense que Rhea Ralenti va commencer à revouloir sa chance pour le titre féminin, le titre mondial féminin. Parti de là, en attendant... Oula, c'est un missile scud que j'ai envoyé comme position. Mais là, la moustique. Victoire donc des Terror Twins que j'avais annoncé, encore une fois, incroyablement. 4-0 pour les pronostics, les amis. Oh oui, oh oui. Et nous arrivons, mes amis, au main event. Le match pour le titre de champion poids lourd tout court, entre Gunther, en français Gontran, contre Randy Orton. Là aussi, ambiance importante à Berlin. Les fans qui chantent le thème de Randy Orton, mais on a lancé la mode en France. Oh oui, oh oui, bel esprit. Donc ça, encore une fois, ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Ouh là là, il est sur la table. Les amis, est-ce que... Non, fuck, il est parti. Allez, on termine. Donc, premièrement, je me trompe peut-être, mais je pense sincèrement pas qu'on reverra Randy Orton avec ce slip rouge. Parce que, déjà, alors... Attention, respect total pour le monsieur. Mais en fait, et c'est ça, bon, petit secret de catcheur aussi, il y a des couleurs, des fois, il ne faut pas les porter. Quand votre physique n'est pas... Alors, je ne vais pas dire que le physique d'Orton n'est pas au top, mais comprenez-moi. En fait, le problème d'une couleur vive, c'est que ça vous élargit. Ça vous épaissit. Et là, en fait, en rouge, comme on Randy Orton, alors apparemment, est-ce qu'il est blessé ou est-ce que parce qu'il s'est fait plaisir au catering? Il a pris un peu de poids quand même, il a pris de l'embonpoint. Hein. Il a autour des hanches, il a moins les abdos, il est moins dessiné. Et bien en fait, ce slip rouge, ça lui a fait un popotin de mammouth. Alors que le noir, ça vous affine. Et en fait, je pense, si sa femme est honnête avec lui, elle va lui dire, par contre, ce soir, Randy, tu faisais un peu bouboule à l'écran. Encore une fois, rien d'alarmant. Hein. Mais moi, c'est le premier truc que j'ai vu. Quand j'ai vu son slip rouge, j'ai fait, oula, non, frérot, reste en noir. Ça t'affine les hanches. Surtout quand, comme ça, tu as pris un tout petit peu de poids. Encore une fois, ce n'est pas une critique, je ne critique pas Randy Orton, mais l'œil du pro, moi, je m'attache à ce genre de détails. Et d'ailleurs, je vous dis, je suis le premier, alors non seulement à remettre toujours en question mes tenues, mais pareil, pas le code vestimentaire, mais les couleurs, où cette couleur rend bien, cette couleur rend pas bien, etc. Donc ça, c'est le genre de petits détails que je vois tout de suite, la tenue des mecs. D'ailleurs, pareil, les deux gars étaient en rouge, enfin, un en bordeaux, en mode, encore une fois, la couleur de William Regal, et l'autre, Randy Orton, était en rouge. Donc pareil, visuellement, vous savez, en catch, on essaye autant que possible d'éviter d'avoir les mêmes couleurs parce que c'est un code non écrit du catch. Vaut mieux que de façon générale les heels soient plutôt de couleur sombre et les faces de couleur vive. Donc ce soir, mes amis, enfin ce matin plutôt, il est 8h48, ça va, je suis dans les temps, le stage commence à 9h, je suis plutôt un babyface avec ce jaune fluo. Allez, c'est bien de voir
Orton rebossé en heel, il a ce côté sadique et méthodique qu'il a eu sur Gunther, bel esprit. Superbe histoire racontée à bosser sur le bras de Gunther, le bras droit en plus. Le bras droit, pour ceux qui ont regardé ma vidéo avec Im Tarzan, Imad, je ne sais plus son nom de famille. Super gars, super vidéo. D'ailleurs, la dernière fois, il m'a envoyé un message, frérot, bel esprit, tu as eu un enfant, respect à toi, frérot. Et donc, avec Imad, je lui ai expliqué que un code international du catch, notamment aux États-Unis, on bosse toujours sur le côté gauche. Là, ils ont bossé sur le côté droit. Et au début, je vois ça, je me fais, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre pourquoi ils sont à droite. Et en fait, c'est logique. Parce qu'en attaquant le côté droit de Gunther, qui est le dos de bras avec lequel il lance ses chops et ses cordes à linge, eh ben, tu neutralises son arme principale. Et c'est magnifique comme histoire. Les amis, on raconte une histoire en catch. Bravo, 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 bravo. Et en fait, d'ailleurs, on a vu que quand il lançait une chop, il avait mal au bras. Quand il faisait une corde à linge, Randy Orton ne chutait pas parce qu'il a moins de puissance, parce qu'il est blessé. Il avait même les marques des escaliers qui s'étaient pris dans l'épaule. Franchement, ultra bel esprit. Et pourquoi ça marche? Parce que les deux catcheurs vendent. V-E-N-D-E-N-T. Ils vendent en majuscule. Ils prennent leur temps et ils sont au sommet de leur art. Tout ce qu'ils font, c'est vendu. Tout ce qu'ils font, ils prennent leur temps et tout ce qu'ils font a du sens. William Regal nous disait au Performance Center, en catch, dans un match, si vous faites quelque chose mais vous n'allez pas le faire à 100%, ne le faites pas. Et là, c'est là l'exemple parfait de ça. Franchement, c'est un vrai style de main eventer et c'est magnifique. Même, d'ailleurs, enfin bon, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, déjà les commentateurs, ils ont géré, Cole et Wade Barrett. Wade Barrett? Barrett de shit ou barrière, à voir. Bref, comme je disais tout à l'heure, alors je ne vais pas dire qu'il y a un changement à la WWE, mais même Cole a dit dans ce match, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, que l'arbitre, Charles Robinson, laissait un peu trop faire. C'est-à-dire, combien de fois Orton il a fait des prises sur la table des commentateurs, ils sont servis des escaliers. Et là, j'ai presque envie de dire, si c'est un... Ah oui, alors, ouais, c'est bon, je commence à comprendre. Ah ouais. C'est peut-être par rapport au passage sur Netflix. Peut-être petit à petit, il commence à ramener de plus en plus l'utilisation d'objets comme l'Attitude Era, objets, tables, etc. pour que le passage sur Netflix soit moins PJ. Là, ouais, là, je comprends. Oui, si c'est cette explication-là, bel esprit. Ouais, c'est bon, je comprends. Mais moi, encore une fois, ayant été un gars qui est grandi en disant faut surtout pas étrangler devant l'arbitre, faut surtout pas mettre de fourchette dans les yeux, faut pas tirer les cheveux devant l'arbitre, sinon tu es disqualifié et tu perds ton match. Quand je vois ça, je me fais, tiens, c'est bizarre. Mais non, finalement, ça a totalement du sens. Et et là pour moi le clou du spectacle, bel esprit, bon bien sûr évidemment victoire de Gunther, donc pronostic 5-0, oh oui j'ai tout juste, quel exploit de la part de Tom Larifa. Non, là en parlant d'exploit les amis, c'est ça, c'est magnifique et c'est exceptionnel et c'est littéralement génial d'avoir réussi à établir la sleeper hold, la prise du sommeil, comme un finish crédible en 2024. Bravo Gunther, bravo Orton, bravo les producteurs, bravo la WWE qui nous a livré alors un Bash in Berlin pas étonnant mais qui a quand même fait le job. Les fans ont été apparemment contents toute la soirée. Moi, le match de la soirée, le strap match entre CM Punk et Drew McIntyre, je pense que pour vous ça sera aussi le cas parce que le main event était très bien mais ça restait... il n'y avait pas d'animosité vraiment intense entre les deux. Parce qu'à la fin, la preuve, Randy Orton serre la main, entre guillemets, il y en a qui disent oui, il passe le relais, il passe le flambeau à Gunther. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on ait fini de voir Randy Orton, même si j'ai quand même eu peur à un moment, parce qu'à un moment, il vend le cou et il vend le dos dans son match. Alors, soit il le fait super bien, et là, respect total, monsieur, vous êtes un maître, une légende du business, vous l'êtes, ça c'est sûr. Soit il a peut-être vraiment mal au dos ou au cou, et ça c'est embêtant. Parce que le business a besoin de Randy Orton. Et le business a besoin de Gunther aussi, en champion du monde. Poids lourd, oh oui, gros match, il a quand même tenu ses promesses et qui nous a offert un bon match de catch et qui a montré encore une fois que Gunther, non seulement la WWE l'adore, mais le public aussi, et notamment le public allemand. Mes amis, en parlant de public et d'adorer soit le public, soit le public qui adore les catcheurs ou les catcheurs qui adorent le public, aujourd'hui, à la fin de cette hashtag Tele-Reviews de Bash in Berlin, on ne va pas faire de questions, mais je vais vous lire un message qui, encore une fois, me permet d'accentuer à quel point la chaîne est pour moi importante aujourd'hui et surtout la communauté qu'on forme. Parce que maintenant, on forme une communauté. Et ça, même moi, je me rends compte. Vous savez, ces vidéos de quasiment 1 heure, 8h53, bel esprit. Oh oui, je vais être à temps pour le stage. Ah ou. Cette communauté qu'on forme et cette chaîne, déjà, elle va aller en grandissant. Et ça le fait déjà. Et
c'est plus que juste du virtuel, c'est plus que juste des vidéos. Pour moi, chaque vidéo est un instant d'analyse déjà, primo. Ça change ma vision de tout en fait. Parce que maintenant, j'analyse encore plus tout ce que je vois. Et ouais, bon, ça c'est une anecdote. Bon, je vais la dire rapide parce que sinon je vais dépasser l'heure. Ce matin, j'étais en voiture avec Nathalie, qui est, j'allais dire, presque le cœur et l'âme de la TPW. Je l'adore. Nathalie, je ne pense pas que tu regarderas cette vidéo, mais tu es adorable et tu bosses très très dur pour la TPW. Et merci à toi pour tout ce que tu fais. Merci à toi pour tout ce que tu fais pour le public de la TPW. Et trop de gens oublient que dans une promotion de catch, c'est pas juste les catcheurs, c'est pas juste le promoteur, c'est pas juste j'allais dire le ring, oui, c'est pas juste le ring, c'est toutes les personnes qu'il y a derrière, les personnes qui montent le ring, qui montent la salle, qui vont chercher les catcheurs à la gare, à l'aéroport, qui les amènent, les redéposent, c'est voilà tout ça. Et en tout cas, donc ce matin, j'étais avec Nathalie dans la voiture, on discutait et on parlait et moi je lui disais, ce qu'il y a de magnifique en catch, c'est que ça te permet, notamment avec les catcheurs, ça te permet de côtoyer non seulement tous les milieux sociaux et tous, j'allais dire, les milieux intellectuels. Pourquoi? Parce qu'en général, par exemple, prenez un domaine professionnel spécifique. Très souvent, vous allez attirer qu'une seule sorte de personnes. Par exemple, les gens qui bossent dans l'assurance, c'est un peu les mêmes personnes. Les gens qui bossent dans la police, c'est un peu les mêmes profils, etc. En catch, vu que c'est un business qui touche toutes les couches de la population en tant que fan, ça peut toucher les riches comme les pauvres, comme les gens aisés, les gens très 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 intelligents, tout comme les gens un peu entre guillemets avec moins de QI ou moins portés vers les domaines intellectuels. Et bien dans le catch, je parle dans un vestiaire de catch, c'est pareil. Vous allez avoir de tout. Vous allez avoir des gens super intelligents, des gens super intéressants, des gens cons comme leurs pieds, des gens complètement débiles, des gens méchants, des gens gentils, des gens spirituels, des gens qui s'en foutent, des gens religieux. Vous allez côtoyer de tout. Et je trouve ça franchement magnifique. Et c'est ce que je disais donc à Nathalie dans la voiture. Je disais, tu sais quoi ? Je viens de m'en rendre compte que ouais, le catch, dans ma carrière, le catch c'est une école de la vie parce que justement vous avez accès à toutes ces différentes personnalités, tous ces différents états d'esprit et c'est pareil, encore pareil à la WWE, au Performance Center, on voyait des gens de tous les horizons et quand je dis tous les horizons, c'est mondialement. Yo, j'ai côtoyé, par exemple, j'en parle souvent avec Bacha, le catcheur pakistanais, parce que Pakistan-Inde c'est assez proche quand même si des fois il se tape sur la gueule. Et je lui dis, moi tu sais quand j'étais à NXT, mais les hindous, enfin les indiens, ils me kiffaient parce que déjà avec la barbe et les cheveux longs, ils m'appelaient tous Chacha, ça veut dire tonton en indien peut-être ou en punjabi, enfin dans un de leurs dialectes parce qu'il y en a plusieurs là-bas. Et en fait, pour moi, j'étais un peu leur comment dire, pas leur ancêtre, mais comment tu dis, pas le leader, mais non pas le gourou, mais le vieux sage. Le vieux sage vers qui on va pour les conseils parce que j'étais là déjà depuis 2 ou 3 ans et en fait franchement vu que je m'entendais super bien avec eux, d'ailleurs Akam qui était indien était enfin d'origine indienne, il est canadien d'origine indienne, son père est indien, et ben c'était mon coloc pendant la dernière année où j'étais à NXT, Akam, Sonny, Dinza et en fait oui c'est ça et donc je m'entendais, voilà je veux dire j'étais ultra proche des Indiens et c'était top parce qu'il y avait des Indiens, il y avait des Anglais, il y avait des Japonais, il y avait même il y avait eu un Anglais, mais qui était d'origine congolaise, je crois. Enfin, franchement, on côtoyait tout. Et c'est ça, dans le catch, qui est magique, c'est que vous côtoyez absolument tout. Et c'est bel esprit. Par contre, quand on côtoie des cons, ça, c'est pas bel esprit. Peu importe. Alors, ça, franchement, ça, le seul truc. Peu importe l'origine, la couleur de peau, le niveau de QI, la religion, si vous êtes con, pour moi, bon, enfin, ça va mal se passer. Tout ça pour dire, mes amis, la communauté conforme sur cette chaîne, c'est très 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 bel esprit et ça va pas être une question que je vais lire mais ça va être un message qui m'a touché et que j'ai lu à Beast qui lui aussi l'a touché et c'est Martial Audry qui m'envoie, alors il l'a envoyé il y a plusieurs semaines mais je lui ai fait une copie d'écran et je me suis dit tu sais quoi, je vais le lire à la fin de cette review parce que tout simplement vu que c'est un PLE, c'est exceptionnel, je ne vais pas répondre à un commentaire mais j'y répondrai aux commentaires, je pense pour la review de Raw qui arrivera sûrement mardi. Et donc, Martial Audry me dit « Bonsoir Tom, rien à voir avec la review, mais je tenais à vous remercier. Je vivais une période pas simple dans ma vie. J'ai connu votre duo avec Beast. Pour faire simple, j'étais sans domicile fixe et j'ai vécu un décès. Vos vidéos et surtout vos conseils qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours m'ont permis de toujours garder le sourire et réussir à m'en sortir. Je voulais me procurer votre t-shirt Bel Esprit, car c'est plus qu'une catchphrase, mais un état d'esprit. Ah ou, encore merci. Martial, tu me mets presque les larmes à l'œil. Merci à toi. » Merci à vous tous. Déjà, merci à toi donc, pour ta sincérité, de te livrer comme ça en public et pour tout simplement les bonnes vibes que tu renvoies parce qu'on reçoit ce qu'on envoie.
On envoie des bonnes vibes, vous en recevez en retour. Donc merci à toi. Et merci à vous tous pour votre taux d'engagement, votre participation et vos retours. Mes amis, c'était Tom Laruffa après Bash in Berlin. Maintenant, il est 8h58. On va attaquer 4 heures d'entraînement ici à Marseille avec la TPW. Oh oui, oh oui. Merci à tous. On se voit pour la review de Raw. Je pense vraiment pas que je vais faire celle de Collision. Désolé. Mais en tous les cas, on continue. La semaine prochaine, Raw, SmackDown, Dynamite. Sûrement, c'est quasiment sûr, le vlog sur le show de Bruno Sammartino qui sera donc, je pense, jeudi ou vendredi, online. Et All Out, si je dis pas de bêtises, c'est le 7, oui, ça sera All Out. Oh oui, oh oui. Mes amis, gardez la foi, gardez le bel esprit. Tom Laruffa, out.